Est-ce que ce métier est moins fun qu'à l'époque? Est-ce qu'il est plus responsable qu'à l'époque? Folie, ça n'existe plus du tout? Ah ça c'est fini. Vraiment? Ah non mais vraiment, ouais. Ah, oui. Non mais les fêtes et l'espèce d'euphorie qu'il y avait dans les agences et tout ça, c'est terminé. Ah, maintenant c'est un travail de mormon. Ouais. Non mais vraiment, c'est beaucoup plus professionnel. Donc, vous êtes Rémi Babinel, le fondateur de BETC, donc une conversation entre le meilleur publicitaire du monde et le pire. Comme le titre de votre livre est « Pas de publicité, merci », eh bien, exceptionnellement, il n'y a pas de publicité dans cette émission. Normalement, on commence par une publicité pour un livre. Eh bien, il n'y en a pas cette semaine, par respect pour vous, Rémi Babinet. J'espère que vous êtes touché par... Merci beaucoup, mais j'en profiterai bien pour faire une petite pub pour l'éditeur, qui est un petit éditeur. Oui. Qui n'est pas très connu, mais qui est un excellent éditeur, un aventurier qui a édité des choses de l'ordre de la performance presque, un livre sur Google, où il a pris tous les mots du dictionnaire anglais et il a sorti la première image qui vient sur Google, par exemple, et il l'a fait il y a 10 ans, il l'a refait 10 ans après. Enfin, c'est un éditeur très expérimental et très... JBE Books. Donc. Exactement. Oui. Moi, j'ai été licencié en l'an 2000 pour avoir écrit cette phrase « C'est moi qui décide aujourd'hui ce que vous allez vouloir demain ». Est-ce que, à l'époque, vous pensez que cette phrase, elle méritait... Vous étiez d'accord ou pas avec cette phrase « C'est moi qui décide aujourd'hui ce que vous allez vouloir demain ». Déjà, je vais dire très simplement 99 francs, j'ai adoré. Donc, je le dis simplement, hein, on peut être dans la pub et adorer 99 francs. Et cette phrase, elle n'est pas fausse. Et donc, même si le bouquin est très caricatural sur la pub, elle n'est pas fausse, puisqu'on est là pour, disons, faire percevoir les choses un peu autrement et donc faire que les gens les désirent alors qu'ils n'en ont pas forcément besoin. Oui, alors donc il y avait... C'est ça qui est intéressant dans votre livre et qui m'a donné envie de dialoguer avec vous, c'est que vous n'avez pas choisi un titre élogieux. Pas de publicité, merci, c'est les autocollants qu'on met sur les boîtes aux lettres pour ne pas avoir de prospectus qui envahissent les... Vous voyez, donc quand vous avez choisi ce titre, c'est aussi parce que vous aussi, vous vous posez des questions sur votre métier. Bah, en fait, c'est assez simple. Moi, la pub me saoule la plupart du temps, hein. Enfin, si je peux être lapidaire sur le sujet. Mais, et donc, c'est pas pour ça que ça m'intéresse pas de faire de la pub, sinon je serais parti aussi vite que vous. Mais je suis très lent, donc je suis encore là. Mais c'est vrai que moi, j'étais rédacteur-concepteur. Je crois que vous faites le métier aussi. Et donc, j'ai fait plein de titres pour ce livre avant de choisir celui-là. Et puis un jour, je ramasse mon courrier, puis je vois toutes ces étiquettes sur les boîtes aux lettres. Et je me dis, on va partir du problème, et après, on va essayer de s'expliquer, et puis de raconter un peu tout ce qu'on fait. Et du coup, c'est devenu pas de publicité. Mais c'est vrai que la mauvaise pub est infiniment plus envahissante que la bonne. Et en fait, le problème, c'est que la bonne, on la voit presque pas. Et le devoir d'un publicitaire, c'est d'essayer quand même d'être vu au milieu de ce maelstrom et de ce magma. Alors, ce qui me rassure, mais j'ai peut-être tort et puis je presse trop pour ma paroisse, mais c'est que j'ai l'impression que la mauvaise littérature ou la mauvaise architecture, etc., elle prend toujours plus de place que la bonne. Oui. Et donc, nous, on est un peu emmerdant parce qu'on on est intrusif, on est là, on veut se faire remarquer un peu plus que la littérature. Encore que l'architecture, ça reste très longtemps et c'est un peu gênant. Oui. Mais en fait, on est tous soumis dans n'importe quelle discipline à cette disproportion entre le mauvais et le bon. Oui, c'est juste. Et puis d'ailleurs, les écrivains que je reçois chaque semaine... eux aussi font la pub d'eux-mêmes. Ils essayent, enfin, malheureusement, le système les contraint à essayer d'être lus et d'être aimés pour survivre. Tout à fait. Et c'est une frappe toujours que les éditeurs sont les plus mauvais publicitaires. Enfin, c'est vraiment le truc le plus ringard qui soit. C'est toujours dans le monde. Un livre bouleversant. Ce livre a changé ma vie. Oui, lisez ce livre, sinon... Le truc basique. Cela dit, c'est intéressant parce que vous travaillez dans l'univers de la communication, sur tous les supports, affiches, films, télévision, cinéma, Internet, bien sûr. Et pourtant, quand vous avez envie de faire un bilan, quand vous avez envie de vous interroger sur ce métier, qu'est-ce que vous faites? Un livre. Ouais. Alors ça, j'ai jamais pu imaginer autre chose.
mais simplement, parce que c'est ce que je disais à l'instant, en fait, c'est quelque chose qui est stable hein, dans le temps, bien que ça s'use aussi, hein, mais c'est quelque chose de physique. Oui, et puis Ça se 1000 donne. pages, plus de 1200 Oh là, pages. oui, Ouais. Vous ouais, voyez, beaucoup. c'est un hommage, c'est incroyable, c'est un hommage d'un des plus grands publicitaires mondiaux à ce vieux truc en papier avec un signet et puis avec du papier très fin et beaucoup d'images aussi parce que vous avez voulu voilà, faire une sorte de panorama de ce que vous aimiez dans ce Ouais, qu'a produit la pub depuis qu'elle existe, quoi. mais c'est vrai qu'il a pris la forme d'un vrai livre et j'avais vraiment envie de ça. Parce que souvent, quand on parle de la pub, on se dit, tiens, bah, il y a des images et tout. Ouais. C'est rempli de grands coffee table books. Hein, le Oui. milieu publicitaire, c'est un peu comme la mode ou même l'art. Et moi, j'avais envie vraiment d'un livre écrit dans lequel je piquais des images et tout. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il a cette Ouais. forme. Et mais d'ailleurs, quand j'avais modestement fait le mien, j'avais aussi pris la forme d'un objet publicitaire avec le prix dessus et tout ça pour justement jouer avec, comme Très vous le bon faites. titre hein, aussi. Hein. Oui, qu'on a trouvé ensemble avec Gabriel Avec Gauthier, Gabriel Gauthier, ouais, ouais. bien sûr, un de vos confrères. Mais alors, ce qui m'a plu dans votre livre, c'est que vous dites je. Et que vous exposez, en fait, intimement. C'est pas un plaidoyer comme il y en a eu, je suis le meilleur, je suis le plus fort et tout ça, pas du tout. J'espère. Vous dites vos angoisses, vous dites votre incompréhension du monde actuel d'une certaine manière. Vous dites aussi votre culpabilité, parce que quand on travaille dans ce métier, on se sent toujours coupable. Et d'ailleurs, les gens s'empressent de vous le faire sentir toujours. Vous citez le rapport du Club de Rome en 72, qui disait déjà en 72 qu'il fallait stopper la croissance. Et vous, à l'époque, vous aviez entendu parler de ce rapport. Bien Et sûr. cependant, bah, vous avez travaillé toute votre vie pour la croissance, pour vendre des produits. Oui. Alors, comment vit-on dans cette contradiction? Mais en fait, j'ai jamais. Moi, je reviens de loin. Hein. Mon père était prof de droit, ma mère était libraire. Donc, en fait, quand j'ai choisi la pub, j'ai fait à peu près le pire de ce qu'on pouvait choisir. Franchement. Oui. Bah, eux vous ont regardé comme un criminel, quoi. Pas criminel, mais pas loin. Enfin, en Ouais. tout cas, c'était pas reluisant, disons. Mais après, en fait, moi, j'ai compris tout de suite, au-delà de ces problèmes fondamentaux que vous soulevez sur la croissance, le truc et tout, c'est que c'est un métier qui est en prise avec toute la société, non seulement avec la vente et le commerce, mais avec l'état des gens, avec ce qu'ils ont dans la tête, avec les angoisses, avec le monde tel qu'il tourne. Et c'est un métier, alors moi je l'ai pris de manière littéraire, le mot est sans doute grand ou fort, mais on raconte des choses, on exprime des choses, on fait percevoir les choses autrement. Et donc, avant toute culpabilité, c'est une espèce de rhétorique et d'exercice rhétorique qui est passionnant tous les jours sur plein de sujets complètement différents. Souvent, je dis, on est un peu comme des avocats. Alors, on ne peut pas nous reprocher tous les crimes de nos clients, mais on essaye de bien faire notre métier avec les commandes qu'on a. Quoi. Alors, on a un petit jeu dans cette émission, devine tes citations. Alors là, évidemment, j'ai fait un truc plus original avec vous, c'est que je vais vous demander pour quelle marque avez-vous écrit ce slogan. Donc, parce que d'habitude, je demande à l'auteur dans quel livre il a écrit cette phrase. Ouais. Ben là, c'est pour quelle marque. Alors, vous ne regardez pas, je mets sous la table. Bon, c'est facile, hein, normalement, vous allez vous en souvenir. Déclaré source de jeunesse par votre corps. Evian. C'est Evian, bravo. Pour que l'automobile soit toujours un plaisir. Peugeot. Bien joué. Bon, là, c'est facile, le slogan cite la marque. Pendant qu'on regarde Canal+, au moins, on n'est pas devant la télé. Je dirais Canal+. Vous avez demandé le futur, ne quittez pas. J'ai un doute, je dirais Bouygues. C'est Bouygues Télécom, mais c'était pas vous, c'était moi. C'était ça. C'est encore plus fort. Hein. C'était ça le piège. L'eau que vous buvez est aussi importante que l'air que vous respirez. Evian. Ouais. Et c'était de Valérie Chidlovski. Vous la citez dans le livre, parce que ça, c'est très rare d'ailleurs, bravo, parce que les publicitaires ne citent jamais les idées des autres. Et là, vous rendez à César ce qui est à César. D'ailleurs, j'ai remarqué un truc, c'est que vous aimez les longues baselines. Pendant qu'on regarde Canal+, au moins on n'est pas devant la télé. C'est contre les règles habituelles de la publicité qu'il faut faire court.
Et là, l'eau que vous buvez est aussi importante que l'air que vous respirez. C'est interminable comme signature d'une marque. J'ai fait beaucoup de phrases interminables qui ont été extrêmement successful, comme on dit, et qui ont porté les marques pendant très longtemps. Ouais. Et donc, comment vous arrivez à vendre un truc interminable? En disant d'abord qu'il ne faut pas faire pareil que tout le monde déjà, et puis après, si ça dit un truc intelligent, c'est mieux, etc. Autre exemple de signature interminable. Petit bateau. C'était quoi, petit bateau? À quoi ça sert de faire des vêtements si on ne peut rien faire dedans? Oui, elle est longue. Elle est longue, ouais. Mais non, mais parce qu'en fait, ce qui compte, c'est l'idée. C'est pas la formulation brève. Et il y en a une autre aussi célèbre. Faire du ciel le plus bel endroit de la Terre. Ça, c'est Air France, ouais. Ça, c'est vraiment une phrase que j'aime beaucoup. Ouais. Et ils n'auraient pas dû ils l'ont changé. Elle est superbe. Elle est superbe. Et une autre, c'est pour la réintroduction de l'homme dans la nature. Ça, c'est Aigle. Ça, c'était pour les fringues Aigle. Bon, voilà. Bah, écoutez... Vous avez bien fait le tour. Hein. Non, mais c'est bien parce que vous vous souvenez de votre travail. C'est bien, sinon, je serais déjà viré. Là. Pour arriver à une campagne comme ça, qui est vraiment saluée unanimement, il y a beaucoup de réunions très pénibles. Moi, c'était surtout ça, en fait. C'est pourquoi j'ai arrêté. Je ne comprends pas comment vous tenez. Comment vous tenez? Parce que la réunionnite continue. Les PPM, donc Pre-Production Meeting, ça existe toujours. Les tests, les post-tests consommateurs, tout ça, ça existe toujours. Comment tenez-vous, Rémi? Comment faites-vous? Franchement, je déteste les réunions. Et je ne tiens pas. Il y en a toujours. Il y en a toujours. Il y a toujours des séminaires pour se dire comment on peut supprimer les réunions ou les diminuer ou les faire passer de 1 heure à 3/4 d'heure, etc. Et ça ne marche jamais. Parce qu'au fond, la bonne idée, c'est un type tout seul dans un bureau ou chez lui qui va trouver l'idée de génie. Tout à fait. Et après, il y a une masse de gens qui donnent leur avis. Mais c'est horrible. Non, mais je suis d'accord. En plus, les gens, il y a un peu un mythe du collectif. Alors, on raconte ça. Quand on est une agence, c'est normal parce qu'on est nombreux. Mais c'est vrai que les bonnes idées, c'est toujours seul ou à deux. Avec un copain, qu'on les trouve. Et après, il faut les défendre. Par contre, il faut beaucoup de gens pour les défendre. Comme vous dites, il y a plein de réunions. Et là, à chaque fois, c'est terrible. Et donc, vous êtes obligé de développer des trésors de rhétorique pour défendre une idée. Tout à fait. Mais alors, donc, je reviens sur Octave, le rédacteur de 99 francs, pardon. Mais c'est vrai qu'il se défoulait parce que c'était un saboteur. Au fond, c'est ça. Est-ce que vous avez jamais eu envie... J'avais jamais eu ce désir de sabotage ou de vous dire simplement, parfois de ressentir des colères un peu anticapitalistes. Allons-y. En fait, oui, on vient de se le dire, hein, l'état du monde, il n'est pas réjouissant et on ne va pas se lamenter pendant des heures non plus. Je suis toujours sensible, je suis un gars très, très sensible au fait que derrière les marques, il y a toujours des entreprises et qu'il y a toujours 1000 gus, 10 000 gus, 100 000 personnes qui travaillent. Et donc, quand on travaille pour une marque ou pour une entreprise, on a un rapport avec le fait que cette entreprise tourne bien. Après, elle est mal, elle est bien, on peut en dire plein de choses et tout. Et du coup, moi, j'ai ça à l'esprit et du coup, ça me va très bien. Je vais bien et j'ai pas envie de trop saboter ça. Oui, non, je comprends. Alors moi, j'ai adoré quand vous avez mouché un chroniqueur à Quotidien en disant qu'il y avait plus de mensonges chez les journalistes que chez les publicitaires. Ça, c'était très bien de dire ça. Personne ne le sait, en fait. Je pense que la critique classique de la publicité, à laquelle vous avez contribué, et encore neuf. J'avoue. C'est quand même qu'on est tous des menteurs, qu'on raconte n'importe quoi, etc. Enfin, ça, c'est un truc tellement ancien et qui comprend tellement pas ce qu'on fait. Non, il y a une vérité aussi là-dedans, dans le fait que la pub ment, enfin la pub enjolive les choses. Oui, mais on est le métier le plus contrôlé, sous-pesé, testé, retesté, post-testé. Et c'était bien de dire que la presse peut mentir parce que la presse prétend dire la vérité et parfois c'est pas le cas. Non, et souvent c'est pas le cas. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport à mon époque? Moi, j'étais dans la pub dans les années 90, donc ça commence à faire longtemps. Est-ce que ce métier est moins fun qu'à l'époque? Est-ce qu'il est plus responsable qu'à l'époque? Vous diriez ça?
Moi, je pense qu'il est moins fun parce qu'il est... Ce que je décrivais, les fêtes, les excès, Ah oui, les folies, ça n'existe plus du tout. Ah, ça, c'est fini. Vraiment? Ah non, mais vraiment, vraiment, ouais. Mais moi, j'ai connu ça au début, hein. C'était... Oui, je sais, vous étiez mon patron. Oui, oui. Non, non, mais les fêtes et l'espèce d'euphorie qu'il y avait dans les agences et tout ça, c'est terminé. Ah, maintenant, c'est un travail de mormon. Ouais. Non, mais vraiment, c'est beaucoup plus professionnel. Ouais. Et donc, il y a moins de fun. Et on s'en réjouit pas, hein. Ça peut être... Et en même temps, s'il y a moins de sexisme, moins de racisme, parce que moi, je dénonçais aussi ça. Hein. Ouais. Bah, il y en a beaucoup moins, mais ça, c'est global. C'est dans toute la société. Non, mais surtout, il y a un truc que vous n'avez pas connu, qui est... vous, quand vous faisiez une campagne, vous la voyez vous-même dans la rue. Bah, ça commence par ça. Ouais. Aujourd'hui, la plupart des mecs qui bossent dans une agence, ils font des trucs, ça part dans des tuyaux sur Internet, ils voient jamais ce qu'ils font parce qu'ils sont pas dans la cible, ils sont pas dans le... Ah, ouais. Avant, il y avait des campagnes que tout le monde voyait. Maintenant, c'est tellement spécifique, tellement adapté à une communauté, à un mec, à telle heure, tel truc, et que personne ne voit la même chose que son voisin. D'accord, c'est le problème. Vous citez Shakespeare en exergue, ça c'est très amusant. Alors, une réplique d'Othello. Réputation, réputation, réputation. Oh, j'ai perdu ma réputation, j'ai perdu la partie immortelle de moi-même et ce qui reste est bestial. C'est une citation sublime, très mystérieuse de Cassio, acte 2, scène 3. Et qu'est-ce que vous avez voulu dire? Qu'une bonne pub, ça doit intriguer, ça doit être... C'était plutôt pour décrire le monde dans lequel on était. Ouais. En fait, le schéma dans lequel on est, où finalement, ce qui s'échange entre les gens, c'est plus des réputations, leurs avatars, leurs discours, leurs hauts faits, plus que la vérité de ce qu'ils sont. Je pense je pense que ça a toujours été le cas, mais qu'on a atteint des proportions de représentation à la place de la réalité, de perception à la place de la réalité. Déshumanisation? Bah, de fait, ça peut aller avec ça. Mais c'est vrai que le digital a accéléré aussi ça, hein, puisque finalement, on s'en aperçoit même pas. Mais quand on se téléphone, quand on parle à une image de l'autre, mais on a oublié que c'était pas l'autre. Hein. Et donc, tous ces phénomènes-là qui redéfinissent notre vie maintenant, c'est le monde dans lequel on vit. Et nous, c'est vrai qu'en tant que publicitaire, on est vraiment des agents de la réputation, d'un produit, d'un mec, d'un truc, d'un spectacle, d'un livre, de tout ce qu'on a à raconter. C'est pour ça que cette phrase, moi, je l'ai découverte, je ne sais plus dans quoi, je l'ai trouvée extraordinaire. Et je me suis dit, tiens, elle va donner la musique du monde dans lequel on est. Je relis, hein, c'est important. J'ai perdu la partie immortelle de moi-même et ce qui reste est bestial. Ça fait un peu peur. Hein. On voit les réseaux sociaux, la partie immortelle de moi-même, c'est vraiment tout ce qu'on balance en permanence et qui vous tient comme ça et qui tient votre image. Puisque vous êtes désormais un collègue écrivain, je voudrais les conseils d'un professionnel sur vos lectures. Et donc, je vous ai donné la liste, vous l'avez bien en tête. Un livre qui donne envie de pleurer. Je dirais La route de Cormac McCarthy. Ah, pas sur La route, d'accord. La route. Oui, La route, c'est affreux ce livre. Ouais. Ah oui. J'ai été saisi. J'ai dû pleurer, je pense. Oui. À la fin. C'est un rapport avec le père aussi, toujours. J'ai un problème avec ça. Quand le fils s'en va, seul. Il se retrouve seul. Là, c'est. De toute façon, ce livre est d'une noirceur absolue. Ouais, noirceur, et en même temps, c'est rare un livre aussi noir et aussi mainstream, je dirais. Souvent, ça va pas bien ensemble. Et je sais pas, il a réussi un truc. C'est grand. Un livre pour arrêter de pleurer après avoir lu McCarthy. Arrêter de pleurer, heureusement il y en a pas mal. Moi j'ai un livre que j'adore, c'est Catch-22, Catch-22 de Joseph Heller. Joseph Heller. Et c'est un livre antimilitariste complètement fou, sur très, le Vietnam. très drôle tout le temps. Ou alors Le Monde selon Garp, peut-être. Oui. Fou rire. J'ai eu des fous rires. C'est mes premiers fous rires dans des livres. Ce qui est assez rare d'être secoué par un fou rire quand on lit. De John Irving, je le rappelle. John Irving, classique aussi. Un livre. Mais ça fait beaucoup d'écrivains américains. Il va falloir revenir en France, s'il vous plaît, Rémi Babinet. La langue française, c'est important aussi. Un livre pour s'ennuyer. Ben voilà.
Peut-être ça va être France Info. Non, mais non, sur l'ennui, c'est drôle parce que moi, j'ai jamais peur de m'ennuyer, mais et souvent, je peux m'ennuyer en lisant un livre, hein, ou même en allant voir un opéra ou des choses comme Ouais. ça. Et souvent, je pense à Moby Dick, par exemple. Moby Oui. Dick, c'est un livre que j'ai lu quand j'avais 16-17 ans. Je me suis beaucoup ennuyé, mais j'ai toujours été porté, embarqué par cet ennui jusqu'au bout. J'ai jamais lâché, Oui, oui. mais c'était dur, en Ah oui, fait. je comprends ça. Tu Moi, vois, j'ai eu ça avec c'est... Au-dessous du volcan. Ouais, bah, on va en parler. Ah bon? Ok, bah oui. Parce que je C'est trouve que c'est très répétitif, très lancinant, et en même temps... une journée au-dessous du volcan. Ouais. Une journée. Un livre énorme sur une journée. Oui, oui, oui. Mm. Alors, donc, après, c'est un livre pour crâner. Dans la rue, pour frimer, voilà. Attends, un publicitaire qui crâne avec son bouquin. Eh ben, au-dessous du volcan. Ah oui. Non, mais je dis ça parce que j'ai crâné beaucoup avec au-dessus Oui. du volcan. En Parce buvant du que, mezcal ou... ouais, en Oui. buvant du mezcal. Et j'avais l'impression que c'était le livre ultime et tout. Mm. Mais j'ai une histoire particulière avec ce livre parce que je suis parti 4 mois au Mexique. Alors, il paraît Ah oui. que je suis pas le seul, qu'il y a des gens qui l'ont Oui, fait bien aussi. sûr. À Cuernavaca. À Cuernavaca, sur les traces du consul. Et je me rappelle, j'écrivais un journal, j'étais dans un état pas Ah oui, possible. d'accord. Oui, en buvant beaucoup J'ai jamais, oui, en buvant du beaucoup mezcal, tequila. Mais c'est la première fois qu'un livre, je suis rentré dedans, j'étais impressionné par, voilà, par cet Mais univers. est-ce que vous étiez avec une fiancée qui vous a quitté là-bas? C'est Tout à fait. ce qui se passe dans le livre. C'était pas ma fiancée, c'était une cousine. Je suis parti avec une cousine et on s'est séparés avant que j'arrive au Mexique. Ah oui. Mais non, c'est un très bon souvenir. Ouais. Un livre qui rend intelligent. Un livre qui rend intelligent, je sais pas, je pense à... Moi, j'aime beaucoup Roland Barthes, par exemple, mais Ah pour oui. des raisons... Fragment d'un discours amoureux. Fragment d'un discours amoureux ou même mythologie. Enfin, les gens qui sont capables de vous faire comprendre des choses de manière très simple mais très profonde et qui sont en prise avec le monde, je sais pas, c'est assez rare. Je suis tout à fait d'accord sur Roland Barthes, ça c'est vrai. Un livre pour séduire. Je sais pas, la séduction pour les nuls, par exemple, un truc à ouvrir, à étudier, mais surtout à ne pas mettre sur la table du café. Un livre que je regrette d'avoir lu. Ça, moi, ça m'arrive jamais parce qu'en fait, c'est un peu comme l'ennui, c'est que j'ai toujours un petit moteur, même si je m'emmerde ou je tire toujours quelque chose. Et donc, je me dis pas, tiens, ça, je regrette d'avoir fait. Enfin, mais c'est valable de tout ce que je fais dans la vie. Hein. Enfin, Non, mais c'est bien. D'un coup, voilà. Tout fait ventre. Ouais, exactement. Ouais. Un livre que je fais semblant d'avoir fini. Alors, je sais pas si je fais semblant d'avoir fini, mais j'ai lu 2 fois La Montagne Magique. Ouais. Et je me suis arrêté 2 fois à la moitié. Oui. Et je crois que c'était des traductions différentes. Ouais. En plus, j'ai adoré la 2e traduction, mais quand même, à un moment... J'ai adoré le livre. Non, mais... Et justement, cette histoire de temps qui se dilate complètement. Et je me suis dit, si c'est comme ça... J'explique, ça se passe dans un sanatorium à Davos, avec des tuberculeux qui meurent les uns après les autres. Oui, et c'est un gars qui est censé passer une semaine. Oui, il est venu rendre visite à son cousin. Et au bout de 7 ans, il y est toujours. Ouais. Donc, c'est intéressant comme notion. C'est vrai. Ouais. Il faut se méfier de Davos, en fait. Il faut se méfier de Davos, ouais. Le livre que j'aurais aimé écrire. Je crois que La Route, là, le premier, je pense que c'est le genre de livre que je rêverais d'écrire. De survie. De survie qui quand même dit bien l'époque et qui touche tout le monde. Hein. C'est pas un livre... voilà. Là, on parlait de livres cultes tout à l'heure, là, au-dessous du volcan. Et tout. C'est des livres quand même un peu difficiles. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui les ont lus, mais là, ce livre, La Route, il y a une ampleur, c'est accueillant. Hein. Oui, mais alors c'est paradoxal qu'un publicitaire dise que le livre qu'il aurait aimé écrire, c'est un livre sur la fin du monde. Mais c'est une idée qui est assez récente, hein, la fin du monde. Oui. Mais on est un peu dans la prospérité de cette idée-là en ce moment. Donc c'est normal que ce soit un livre... C'est un livre qui dit un peu beaucoup de l'époque. Oui, c'est vrai. Et enfin, le pire livre que vous ayez jamais lu. Pire au sens le plus terrifiant, je dirais, mais c'est un chef-d'œuvre pour moi. C'est Le Démon de Selby. Ah, de Selby, oui. Parce que je l'ai lu très jeune et quand je pense à ce qui se passe maintenant en Amérique et même à Bret Easton Ellis après qui a repris ces thèmes-là et qui les a un peu vulgarisés presque. Je me rappelle quand je l'ai lu, j'ai eu un choc de style.
parce qu'il écrit, enfin, c'est des trucs Ultra violent. Ouais. ultra violents, Ouais. et il décrit une Amérique qui est ultra violente, mais qu'on percevait pas encore vraiment comme ça à l'époque, et Ouais. qu'il est devenu après, quoi. Ouais, ouais. Et de manière maintenant assumée. C'est terrifiant, ce Ouais, livre. ouais, ouais. Voilà, merci infiniment Rémi Babinet d'être venu. Je rappelle Merci Frédéric. le titre de votre livre, Pas de publicité, merci. Et pourtant, il y en a un petit peu quand même dedans. 1200 pages sur ce métier. Et c'est chez JBE Books. Et combien il coûte d'ailleurs? Il doit être... 35 €. Ah, c'est cher! Non, c'est pas cher. 1296 pages avec Non, c'est vrai. C'est le prix un peu beaucoup de la de Pléiade. pages. C'est Oui. un des livres les moins chers du monde, je pense. D'accord, ok. C'est vrai qu'il y a beaucoup de photos, en couleur en plus. Et je rappelle que cette émission vous est présentée en partenariat avec le Figaro Magazine, le magazine des Haribo, les Aristo-Bohèmes. Je pense que cette blague n'aurait pas été prise chez BETC. Non, refusé. Et je termine toujours en disant ça, là vous serez d'accord, n'oubliez pas, lisez des livres, sinon vous mourrez idiot. Je suis totalement d'accord.